Pourquoi est-ce que je me suis attachée à ces maisons de naissance? Parce que, en ce qui me concerne, je veux être libre de ma vie et de ce que je veux en faire. Et rien n'est plus important que la naissance quand on est une femme, quand on est un papa aussi, mais disons quand on est une femme. Et si on a envie d'accoucher comme le propose la maison de naissance, il faut que nous en ayons la possibilité. Parce que actuellement, nous avons soit la médicalisation à l'hôpital, soit l'accouchement à domicile, et certaines mamans hésitent parce qu'il y a quand même quelques risques, on ne sait jamais. Et la maison de naissance, c'est l'intermédiaire entre les deux, c'est l'endroit où on peut choisir d'accoucher comme on veut. Et ça me semble être la moindre des choses qu'on offre cette alternative. Et j'espère que, à travers cette nouvelle offre, les femmes retrouveront plus d'indépendance pour mettre au monde leurs enfants comme elles le souhaitent. Voilà, je vous remercie. Il y aura à peu près 3 thèmes traités ce soir. Tout d'abord, on va essayer de voir ce que c'est que l'accouchement naturel ou l'accouchement physiologique. Ensuite, on parlera de péridurale et de douleur, puisque c'est quand même au cœur de la question de l'accouchement physiologique, quand les femmes qui souhaitent accoucher physiologiquement accouchent sans péridurale, et ce choix peut être questionné des fois. Et ensuite, nous parlerons d'accouchement et féminisme, parce qu'au final, le débat de ce soir aurait pu s'intituler « Vouloir accoucher de façon physiologique, est-ce une démarche féministe ?» Ça aurait pu aussi s'intituler de cette façon. Je vous présente d'abord tous les intervenants avant de leur donner la parole. À mes côtés, Jacqueline Lavillonnière, qui est sage-femme. Elle pratique depuis 30 ans les accouchements à domicile. Elle est également militante associative et syndicale dans les instances de sage-femme. À côté d'elle, Palmira Lariva González, qui est anthropologue. Elle donne des cours actuellement à l'Université Paris 8 en anthropologie de la petite enfance. À ses côtés, Jeanne Weiss-Rouanet, qui est médecin anesthésiste, à présent à la retraite. Elle a travaillé au Lila jusqu'en 92. Elle nous présentera son point de vue tout à l'heure sur la péridurale. À ses côtés, Maud Arnal, qui est sage-femme actuellement au Lila. Et elle est actuellement doctorante à l'École des hautes études en sciences sociales. Masterante, pardon. Liliane Feuillet, à ses côtés, est psychologue clinicienne à l'hôpital franco-britannique depuis 20 ans maintenant. Elle a d'abord exercé en tant que sage-femme pendant 10 ans. Elle a également une activité libérale de psychologue. À ses côtés, Madeleine Acriche, qui est membre du bureau du collectif interassociatif autour de la naissance, plus connu sous le nom de SIAN. Voilà, Madeleine Acriche est également sociologue. Et à ses côtés, nous sommes aussi contents d'accueillir Claire Piot, qui est représentante de l'association Oser le féminisme. Alors pour commencer, je vais laisser la parole à Jacqueline Lavillonnière, qui va nous donner à la fois sa pratique et son analyse de la physiologie. Qu'est-ce que l'accouchement physiologique? Qu'est-ce que l'accouchement naturel? Voilà. Alors la physiologie, effectivement, depuis quelques années, tout le monde en parle. Tout le monde en parle et il semble bien que nous n'ayons pas tous la même définition de ce que ça pourrait vouloir dire. Pour moi, une naissance physiologique est une naissance qui va pouvoir se dérouler sous la haute vigilance d'un professionnel très avisé, dont j'espère faire partie, et qui se déroulera sans aucune intervention médicamenteuse, notamment avec les ressources dont chaque femme dispose pour mettre au monde un enfant. Sachant qu'effectivement, dans cette aventure physiologique, en effet, il y a 2 partenaires qui ont chacun un rôle éminent à jouer. Une mère laisser naître son enfant et l'enfant se mettre au monde. Comment est-ce que je vais situer cette affaire dans une physiologie et dans le monde médical auquel j'appartiens? Nous avons une culture commune au départ qui explique par le menu, effectivement, comment fonctionne un utérus, comment il fonctionne en interaction notamment avec
un système hormonal, c'est-à-dire que nous avons des grandes lignes, très bien décrites dans tous les bouquins, mais les bouquins, c'est une science qui est pas vivante, et quand on met cette physiologie dans le monde du vivant, on s'aperçoit que chacun l'exprime de manière totalement singulière, et c'est ça qui est passionnant, et je ne parlerai pas de physiologie en général, mais je ne pourrais en parler que de manière singulière, c'est-à-dire que chaque enfant a une manière tout à fait personnelle de se mettre au monde, et chaque femme a une manière personnelle de permettre à cet enfant de se mettre au monde. Le professionnel de santé qui a la charge de veiller à ce que ni l'un ni l'autre ne se mettent en danger doit avoir effectivement une vigilance absolue, et c'est là où son rôle médical ne doit pas être mis en défaut, c'est qu'effectivement, c'est à partir de cette vigilance que je vais pouvoir définir que cette naissance est bien physiologique ou tout à coup pourrait ne plus l'être tout à fait, et le seul critère, c'est en effet que tout à coup, le système ne permettrait plus de garantir la sécurité de l'un ou de l'autre des deux partenaires en question. Donc on est là dans une définition de la physiologie qui laisse la part totale et entière à l'expression d'un mode de fonctionnement d'une personne donnée, voire de deux personnes, et pas du tout dans le protocole qui mettrait tout le monde dans la même case. Ça, c'est mon idée. Donc, c'est mon idée, et c'est celle que j'applique en général, de la manière dont doit se dérouler un accouchement physiologique. Donc, pas d'intervention de médicaments, mais un accompagnement, par contre, un accompagnement qui permet à l'autre de se sentir en sécurité. La sécurité n'étant pas basée exclusivement sur les apports techniques, mais sur les savoir-faire innés de la personne en question, donc de la femme en train d'accoucher. Je ne vais pas m'étendre beaucoup plus parce que, effectivement, ce que je regrette beaucoup dans les débats qui nous animent sur les lieux de naissance, c'est que nous avons un peu trop voulu mettre un cadre qui serait identique pour tout le monde. Or, le vivant ne peut pas se mettre dans un cadre, c'est ça le problème. C'est que le vivant est singulier, toujours singulier. Et que si nous voulons faire des progrès dans ce domaine, nous ne pourrons pas faire l'économie de nous intéresser à la singularité de chacun, à condition, bien entendu, d'avoir une vision très claire des limites dans lesquelles tout cela doit s'exercer. Donc, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, il me paraît plus pertinent de parler d'accouchement physiologique que d'accouchement au naturel. Je vois qu'il est écrit entre guillemets, puisque dans une approche anthropologique qui est la mienne et de façon générale en anthropologie, il se trouve qu'il n'y a rien de naturel dans l'accouchement. Au contraire, c'est un des passages les plus complexe et qui a mobilisé le plus avec celui de la mort des savoirs, des techniques, des thérapeutiques, mais aussi des élaborations symboliques et rituelles très complexes, et ceci partout dans le monde. Il faut se rendre à l'évidence que le concept de naturel est très opératoire. Si l'on croit au moins au nombre d'ouvrages consacrés au naturel, et qui vont de la pharmacie familiale naturelle au paradoxe, pour moi, de jardin naturel. Et moi, je tiens vraiment à vous lire quelques titres parce que c'est illustratif. Je ne sais pas si on dit comme ça, mais c'est... Donc, nous avons, je l'essaierai de faire vite, le grand livre de la cuisine au naturel. Mon chien, je le soigne au naturel. Traitement naturel pour soigner les troubles canins, aux canines. Bon, en tout cas des chiens. Les bons petits trucs de la santé au naturel. Dopin naturel et cocktail de la forme. Soigner ses allergies au naturel, le jardin au naturel, beauté et soins au naturel, le vin au naturel, vivre au naturel, etc. Bon, j'en passe, mais il y en a beaucoup. Et pour revenir au sujet de cette table ronde, à savoir l'accouchement au naturel, il est très significatif qu'on peut trouver, je les ai trouvés, des livres sur l'accouchement naturel au rayon du développement durable. Et c'est vraiment intéressant parce que qu'est-ce qui se passe? Donc du coup, on est obligé de redéfinir qu'est-ce qu'on conçoit par naturel. Et je ne crois par ailleurs qu'après 5 ans d'études et des années d'expérience, les savoirs des sages-femmes,
et ce qu'elles mettent en place dans les maisons de naissance puisse être appelé naturel. Pas plus que celui des médecins. Donc, pour finir, qui résume mieux ce qu'on sait tous peut-être, je vais lire un petit passage. Voilà. Il est surprenant que soit entretenue par beaucoup la confusion entre l'accouchement physiologique et l'accouchement naturel, y compris aujourd'hui par le courant qui dénonce l'industrialisation de la naissance. En effet, le respect de la physiologie n'est pas un retour à la nature, il est un positionnement culturel fort de l'ordre du respect de l'histoire de chaque individu, tout particulièrement de l'histoire des femmes, de chaque future mère et futur enfant, s'opposant effectivement à l'arrogance scientiste. Merci. Merci à vous pour vos... J'ai eu, il y a très très peu de temps, l'occasion de voir de jeunes sages-femmes complètement bouleversées d'avoir entendu une femme accoucher. C'est une femme qui a souhaité que je vienne. Elle était, ce qui est assez rare, elle était très très mal au cours de son accouchement. Elle a accouché dans ces cris libérateurs qu'on a connus il y a longtemps et que vous connaissez toujours. Et les sages-femmes derrière la porte m'ont dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Quand je leur ai dit « Cette femme est plutôt heureuse du déroulement de son accouchement », elles ne pouvaient pas croire ce que je leur disais. Alors, ce qui m'a particulièrement frappé en revenant également en obstétrique, c'est que je me suis dit « Ça parle toujours pas entre les pour et les contre. » L'accouchement naturel, s'il s'inscrit dans une perspective idéologique, c'est-à-dire revendiqué sur un mode non interrogeable, au nom d'une confiance aveugle dans la nature, me paraît dans ce cas relever de l'aliénation, au sens où l'être de langage qu'est l'être humain y est nié, réduit à la simple dimension d'un objet biologique prévisible. Or, le naturel dont on vient d'entendre parler de manière passionnante, pour les êtres parlants que nous sommes, c'est complexe. D'emblée, le monde qui s'offre au nouveau-né, et même à l'enfant pas encore né, est passé au crible des mots de ceux qui l'accueilleront. Son parcours sera en partie déterminé par des paroles proférées ou non dans l'histoire familiale et qui constitueront son histoire inconsciente. Une femme qui met au monde un enfant est aussi porteuse de cet insu non anticipable et potentiellement perturbateur de la stricte mécanique obstétricale. Le danger est là pour certaines. Mais bien sûr, la situation est la même à l'hôpital. Le risque est également là. Est-il plus maîtrisable dans ce contexte technique? Dans certains cas, sûrement. Dans d'autres, au contraire, il aura été induit, provoqué même. Que dire de ce risque, véritable obsession de nos sociétés occidentales, qu'ils voient partout, l'identifient, l'évaluent, le mesurent, assurent contre. En un mot, cherchent à le rendre nul. Risque zéro. Le régime du principe de précaution, bien connu de nos services hospitaliers, soumis à la pression écrasante du médico-légal. Alors, les réticents à l'hôpital, qui ne sont pas forcément engagés dans un tout nature, feraient-ils de la résistance au tout zéro? C'est la question que je me suis posée. Ils seraient dans ce cas, non pas en position de miroir par rapport au médical, mais en position de soutenir, face à ce pouvoir médical de plus en plus contraint par le juridique, quelque chose du désir et de son inévitable prise de risque. L'accouchement naturel dans cette perspective relèverait alors bien d'une libération. Alors, en conclusion, je dirais c'est évident qu'on ne peut pas parler de l'un ou l'autre, chacun des dispositifs présentant des avantages et des inconvénients, et que les différentes modalités doivent être possibles pour répondre à la diversité des options singulières. Je disais, j'ai longtemps rêvé que l'hôpital, au début, dans toutes ces discussions, il y a si longtemps, je me disais, mais on pourrait quand même faire un hôpital vraiment chouette, où les gens se diraient, ben voilà, on a sur place tout ce qu'il faut. Force est de reconnaître que on ne va pas dans ce sens-là actuellement, que la dimension économique et politique fait que la question de l'humanité à l'hôpital se pose plus que jamais. Voilà, alors moi je suis très contente, les maisons de naissance c'est vraiment un truc formidable, c'est une passerelle
pour que enfin on puisse surtout se parler, que les gens pas d'accord, les gens qu'on traverse un peu ce fantasme et qu'on découvre combien on a à gagner et bien plus à gagner qu'à perdre dans toute cette aventure. Merci. Merci. On va passer la parole à Maud Arnal. Les douleurs de l'accouchement sont réputées pour être celles parmi les plus vives qui peuvent être ressenties, et les scientifiques ont d'ailleurs montré que les douleurs des contractions étaient équivalentes à celles d'un doigt arraché à vif. Donc, afin d'atténuer ou d'annihiler toute douleur de l'accouchement, aujourd'hui, 80% des femmes en France ont recours à une péridurale. Donc, l'usage de cette dernière représente bien souvent un salut nécessaire à toutes les femmes pour lesquelles la douleur devient inutile, puisqu'il existe un moyen de la soulager. Or, les douleurs de l'accouchement ne sont pas toujours assimilables à l'expression d'une maladie, puisque plus de 80% des accouchements sont considérés comme physiologiques. Donc, la grossesse n'est pas considérée comme une maladie. Pourtant, les douleurs de l'accouchement sont majoritairement traitées comme des maux qu'il est nécessaire, voire essentiel d'éviter. Dans le contexte français particulièrement, je voulais vous parler de la loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, dite loi Kouchner de mars 2002. Dans cette loi, il est inscrit que le soulagement de la douleur est un droit fondamental à toute personne. Et suite à cette loi, le soulagement de la douleur a d'ailleurs été inscrit dans la loi de santé publique de 2004, ce qui en fait une obligation légale pour tous les professionnels de santé. Donc ça montre à quel point cette question de la douleur a été presque rendue inadmissible aux yeux du monde médical, duquel fait partie, en partie, la grossesse, l'accouchement et la périnatalité. Revenons à aujourd'hui. Les techniques de l'accouchement sans douleur, qui reposent sur l'auto-persuasion des femmes et sur leur capacité personnelle à faire face aux douleurs de l'accouchement, ont été rapidement supplantées par l'efficacité réelle, entre guillemets, de la généralisation de la péridurale. Et il est aujourd'hui surprenant de constater un retour de plus en plus conséquent à un droit d'accoucher sans péridurale, alors que les douleurs de la mise au monde ont été bien souvent considérées comme archaïques, ayant fait l'objet de luttes féministes pour le droit des femmes à un accouchement sans douleur. Alors pourquoi les femmes accepteraient-elles de vivre et d'exprimer les douleurs de l'accouchement aujourd'hui évitables ? Alors, une petite revue de la littérature en sociologie qui est assez rapidement faite parce qu'il n'y a pas grand-chose d'écrit là-dessus, nous apporte quelques réponses à ces questions et montre que les préconisations d'un accouchement douloureux dans une société antidoloriste sont principalement liées à cette persévérance de l'injonction morale judéo-chrétienne du mérite d'un accouchement dans la douleur. Donc, les questions qui, moi, m'intéressent, c'est est-ce que la péridurale répond aux douleurs ? Bon, il me semblerait que oui, puisque 80% des femmes l'utilisent et qu'elles continuent de l'utiliser. Mais est-ce que son usage, ça dépend lesquelles, oui. Et est-ce que son usage répondrait-il à un besoin d'annihiler les expressions plus que les douleurs elles-mêmes ? C'est une question que je laisse en suspens. Ma dernière question est pourquoi l'expression de la douleur, qui a été un problème jusqu'à l'entrée de la péridurale dans les techniques obstétricales, paraît ne plus en être un aujourd'hui, alors que la question de l'ouverture des maisons de naissance en France suppose un retour revendiqué à des accouchements sans moyens analgésiques. Merci pour votre intervention. Je pense que vous mettez le doigt sur une question récurrente par rapport aux maisons de naissance ou à l'accouchement physiologique, et je pense qu'on va en débattre plus largement tout à l'heure. Je vais maintenant passer la parole justement à une anesthésiste qui connaît bien ces questions. Il s'agit de Jeanne Weiss-Rouanet, qui a connu l'arrivée de la péridurale en maternité et qui va nous exposer son point de vue féministe à la fois sur la douleur et sur la péridurale. J'aurais bien aimé avoir fréquenté l'accouchement naturel, mais j'ai fait un mauvais choix en devenant anesthésiste. Et ça m'a condamné à n'en voir que les côtés bien durs. J'ai donc intitulé cette intervention « Ma douleur m'appartient ». Dans les années 70, période de toutes les luttes pour changer la société, un de nos slogans féministes était « Mon corps m'appartient ». Cette propriété, si clairement compréhensible de nous toutes, méritait que nous soyons vigilantes dans la façon de la gérer et dans les propositions que la médecine allait nous offrir. Vigilantes parce que les luttes féministes avaient attaqué et dévoiler le pouvoir médical jusque dans l'intérieur de nos vies. L'ennemi, si j'ose, est pervers
Et après quelques périodes de désarroi, suite au passage de la loi Veil, qui imposait aux médecins de pratiquer les avortements auxquels ils s'étaient si violemment opposés, la reprise en main se devait d'être plus subtile. Les progrès dont allaient bénéficier les femmes autour de la procréation ont été de véritables cadeaux. Contraception sous toutes ses formes, lutte contre la douleur pendant l'accouchement, procréation médicalement assistée, etc. Fallait-il pour autant tout accepter sans méfiance? Car à nouveau, tout passait par les médecins et leur altruisme, entre guillemets. Qu'en est-il de la douleur dans tout ça? Eh bien, c'est pareil. En offrant aux femmes la possibilité d'échapper à l'enfer des douleurs de l'accouchement, et grâce à leur soit rendu, ils ont trouvé le moyen de nous remettre la main dessus sans nuance et en nous faisant croire que la douleur est la même pour toutes et surtout qu'elle doit être éliminée sans merci. Si j'ai intitulé mon intervention « Ma douleur m'appartient », c'est pour envoyer un clin d'œil à deux femmes dont l'histoire m'a confrontée à mon approche féministe. Je vous l'ai fait. La première, derrière la porte fermée d'une des salles de naissance, j'entends les gémissements étouffés d'une parturiente à chaque contraction. C'est l'après-midi. Pourquoi ne fait-elle pas appel à moi? Peut-être ne sait-elle pas qu'on peut faire une péridurale. Enfin, j'ai le cœur serré par la compassion et la péri me démange. Je profite du fait que dans cette salle, il y a du matériel d'anesthésie pour frapper et entrer comme s'il y avait besoin de quelque chose. Et là, elle comprend 5 sur 5. Et me dit « Merci, Jeanne, et c'est mon affaire. » Oui. Je venais de recevoir une leçon. J'ai eu tellement honte de ne pas avoir fait confiance à une femme, ce qui est pour moi une des bases du féminisme, et plus largement du respect humain. Et aussi que si j'étais entrée dans cette salle en y regardant de près, c'était moi que je voulais soulager. Deuxième histoire. Je suis demandée pour une péridurale. Les sages-femmes me préviennent, c'est une troisième part, elle est déjà à 6 cm. Je ne vous apprends pas ce que ça signifie et que ça peut accoucher dans le quart d'heure. Je vais auprès d'elle et tout de suite. Cet enfant, j'en voulais pas. Quand il sera là, je l'aimerai, mais je ne veux pas souffrir pour l'avoir. C'est certainement la péridurale la plus rapide de ma carrière. La course contre la montre pour qu'elle en bénéficie au moins quelques instants et que ce nouvel enfant lui ait déjà fait ce cadeau avant de naître. Ce qu'elle n'a pas su, c'est que dans son dos, j'étais en larmes. Ces deux histoires ont la particularité que ces deux femmes avaient un projet. L'une sans, l'autre avec la péri. Elles m'ont semblé libres. Ce sont des histoires pures, sans manipulation, dans lesquelles chacune a exprimé ce qu'elle attendait d'elle-même. Mais où ont-elles le choix d'être elles-mêmes actuellement, alors qu'on leur pose une péridurale d'emblée dans 80% des cas? De quelle découverte les prive-t-on en supprimant sans leur avis cette douleur si redoutée et pourtant si riche d'enseignements et imprévisible dans son intensité? Moi, je ne vais pas priver, moi, de vous raconter quelques autres expériences qui m'ont fait tant réfléchir. Cette femme silencieuse et à dilatation complète à qui ne pouvons pas faire de péri, j'avais proposé de crier et qui en avait fait trembler les murs de la maternité, puis s'était reprise et avait accouché dans l'émotion. Et qui, le lendemain, me remercie de lui avoir permis de parler vrai pour la première fois de sa vie. Quel cadeau! Que dire de celles qui ne peuvent pas accoucher en présence de quelqu'un? Reste à trouver qui? Sa mère, sa meilleure amie invitée pour l'occasion, mais même parfois son compagnon. Il y a des femmes qui ne peuvent pas montrer leur sexualité sous cette forme-là. C'est une dystocie subtile à diagnostiquer parfois et à laquelle la péridurale ne peut rien. Si important, quelquefois, manque d'autorisation de quelqu'un, principalement le compagnon, dont la parole magique pourrait lever l'obstacle du col. J'ai vécu ça plusieurs fois. Mais aussi de la mère, parfois, qui ne donne pas le droit à sa fille, son enfant, de devenir son égal. De celle qui conjugue une peur panique de souffrir et voudrait bien cette damnée péri, mais dont le mari dit « authentique, tu fais ce que tu veux, mais c'est une fuite devant la douleur ». Enfin, avant de finir, je voudrais lever l'ambiguïté qui pourrait vous faire croire que je prône la douleur. Cette douleur qui ravage certaines femmes et dont le souvenir infernal va hanter toute leur vie. J'ai adoré mon métier, tout en me méfiant de la toute-puissance qu'aurait pu me donner sa pratique. Et je voudrais conclure de deux façons. Dans le contexte des maisons de naissance, je souhaite tant que ces difficultés qui justifient parfois la présence d'un anesthésiste trouvent des réponses sereines. L'autre est une mise en garde contre une possible confusion, de même que le droit à l'avortement a été une victoire. L'avortement lui-même en est rarement une. De même, accéder à la péridurale en a été une,
mais quand elle devient systématique, sinon obligatoire. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. C'est vrai que la péridurale joue un rôle absolument crucial parce que, quelque part, la médicalisation a été rendue possible et moins contestable grâce à la péridurale. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est ligoté sur un lit avec un monitoring, etc., et donc que, quelque part, la douleur émerge comme une entité presque insurmontable, bon, la péridurale arrive et permet de supporter cette médicalisation. Et en même temps, la péridurale impose la médicalisation, puisque dès qu'on pose une péridurale, on est obligé de recourir. Donc il y a un lien très très fort, finalement, entre péridurale et médicalisation standard. Alors, ce que l'on observe, évidemment, et je crois que l'enquête SIAT n'est pas différente des autres enquêtes, c'est que dans la période récente, bon, il y a une croissance continue du nombre de femmes qui demandent la péridurale. Ce qui nous a beaucoup plus surpris, et qui, en fait, je pense, je n'avais jamais vu dans aucune autre enquête, c'est la différence entre les primipares et les multipares. C'est-à-dire, dans notre enquête, on a 88% de primipares qui ont la péridurale, et seulement 58% des multipares. Alors après, la question, c'est de savoir est-ce que les femmes sont contentes d'avoir eu ce qu'elles ont eu ou pas eu. Donc là, c'est vrai que si on regarde globalement toutes les femmes, bon, on se rend compte que malgré tout, elles sont finalement, on pourrait dire, relativement contentes, puisque celles qui ont eu la péridurale, je crois qu'elles sont 76% à être satisfaites, c'est pas mal quand même. Bon. Et si on regarde celles qui n'ont pas eu la péridurale, alors là, on obtient des taux de 90%. Et donc ça, c'est vraiment la grosse différence entre avoir la péridurale ou ne pas l'avoir. C'est vrai que les appréciations sont beaucoup plus mitigées sur les femmes qui ont la péridurale, ce qui explique peut-être justement la différence que l'on observe entre les primipares et les multipares. Alors celles qui ne voulaient pas la péridurale, il y a un contraste très fort entre celles qui l'ont eu et celles qui ne l'ont pas eu. Celles qui ne l'ont pas eu sont contentes, je ne sais plus les chiffres, mais enfin à 96%, elles sont toutes extrêmement contentes. Tandis que celles qui l'ont eu, elles ne sont contentes qu'à 50 et quelques %. Elles disent qu'en gros, quelque part, le choix de la péridurale s'est fait presque indépendamment d'elles. C'est-à-dire que n'ayant pas eu de soutien pour justement passer un certain nombre de cas, pour supporter la douleur, eh ben, elles ont eu le sentiment d'en avoir été réduites ou alors d'avoir dû subir des pressions de la sage-femme qui revenait à maintes reprises leur proposer, etc. Et donc celles-là, elles sont quand même relativement mécontentes. Alors après, il y a le clan des indécises. Et c'est là que finalement, quel que soit ce qui se réalise, en fait, la satisfaction est la plus faible. Elle est notamment très faible chez celles qui ont finalement une péridurale. Et sur le fond, celles qui disent qu'elles ne savent pas, c'est manifestement, d'après les réponses qu'on a, elles sont plutôt dans un désir de ne pas en avoir. Et donc là, je pense que c'est vrai qu'il y a une responsabilité peut-être des soignants, de manière à, quelque part, arriver préalablement à l'accouchement, si possible, dans les rencontres avec la sage-femme ou dans les cours de préparation, à faire que la femme arrive à se formuler petit à petit quel est son projet, tout en sachant que ce n'est pas dramatique s'il n'est pas complètement mené au bout, mais qu'elle puisse éventuellement compter sur le soutien de ses proches, à bénéficier d'un accompagnement de la sage-femme qui lui permette d'aller, disons, jusqu'au bout de ce projet et non pas d'être finalement contrôlée par quelque chose d'extérieur à elle. Donc voilà en gros les enseignements que l'on peut tirer de cette enquête. Je voudrais juste préciser que l'enquête du CIAN est en ligne. Vous pouvez taper sur n'importe quel moteur de recherche CIAN et vous retrouverez les résultats de cette enquête-là et de bien d'autres. Donc voilà, l'enquête, elle est... Pardon ? Et on peut toujours y répondre, en effet, si vous voulez faire partie des statistiques du CIAN et compléter les informations. Pour conclure cette table ronde, et on l'espère ouvrir le débat, place maintenant à Claire Piot, donc, qui est membre de Oser le féminisme. Très bien, merci beaucoup de nous avoir invités. Tout d'abord, effectivement, redire, comme ça a été dit, que la médicalisation de la maternité a quand même permis, sur l'histoire longue, une baisse de la mortalité maternelle et infantile, et que ça reste un sujet d'actualité pour les féministes au niveau international.
Donc on ne peut pas non plus, si on a des soucis de surmédicalisation ici, on ne peut pas non plus tout rejeter en bloc. L'important, c'est effectivement la place des femmes dans le choix qu'elles peuvent faire. Et pour ça, effectivement, c'est d'autres combats à mener. Si la péridurale et l'accouchement sans douleur a été un combat féministe, il en reste d'autres pour que justement on revienne enfin à un véritable choix éclairé et libre de chaque femme au moment de son accouchement. Et on en est loin, effectivement, avec des manques d'informations sur ce qu'est la péridurale, sur ce qu'on va ressentir ou pas. Le fait d'avoir recours au calme, c'est la peur de la surmédicalisation à l'hôpital, le manque de personnalisation du moment, un manque de confort aussi. La demande de confort est tout à fait légitime, et c'est cette question-là qu'il faudrait répondre, plutôt que de considérer que les volontés de retour à la maison et au confort soient un rejet de l'hôpital, du suivi, de l'accompagnement postpartum. Et enfin, pour finir, c'est aussi revenir sur le contexte politique et économique actuel, qui est quand même une baisse dangereuse des financements des hôpitaux et notamment des maternités et des services obstétriques. Et effectivement, dans la proposition de loi, assez tôt, on voit l'argument est avancé que ça coûte moins cher et que ça permettrait des économies. Donc il ne faudrait pas non plus que ce soit un genre de test à grande échelle pour démédicaliser l'accouchement et du coup justifier des baisses de financement ou des fermetures de maternité. Alors, des questions. Oui, là. Je suis enceinte de mon premier bébé, j'en suis ravie. Et j'aimerais bien savoir ce que vous savez sur les hormones que produit le corps pendant la grossesse, pendant l'accouchement. Merci. Je ne vais pas non plus faire un cours sur l'hormonologie de l'accouchement, mais nous savons en effet qu'il y a des sécrétions, bien entendu, d'ocytocine pour donner des contractions, et qu'associé à cette sécrétion, il y a aussi des endorphines qui vont complètement transformer la perception de la sensation que procurent les contractions. Je vais juste, pour donner une petite illustration imagée de ce genre d'observation que j'ai pu faire. J'étais auprès d'une femme qui allait accoucher chez elle. On était dans un appartement en ville et elle faisait des cris absolument effrayants. Enfin, je me demandais si toute la ville n'allait pas l'entendre. Et puis, le lendemain de cet accouchement, le papa nous demande la permission de nous faire entendre ce qu'il avait enregistré pendant des petits épisodes pendant cet accouchement. La maman accepte. Moi, j'écoute, quoi. Et au bout mais il ne nous a pas fallu 3 minutes pour qu'il fasse pause, tellement nous étions gênés de ce que nous entendions. Nous n'entendions absolument pas une femme en train d'accoucher, mais c'était, elle prenait un pied, je vous dis pas. Elle était dans un orgasme puissance 100 000, si vous voulez. Et c'était stupéfiant d'entendre un truc pareil. Alors j'étais là la veille, le jour de l'accouchement, et qu'on n'entendait pas du tout la même chose. Donc je ne sais pas si ça répond vraiment à cette question, mais c'est vrai qu'il y a des hormones pendant l'accouchement et qu'il y a un passage. Alors il y a 2 grandes périodes pendant l'accouchement. Il y a le pré-travail, ça ne dit peut-être pas grand-chose à tout le monde, mais c'est la mise en route. La mise en route qui, si elle est loupée ou si elle est trop prolongée, va enclencher, je dirais, tout le déroulement suivant de l'accouchement et qui va en faire un accouchement extrêmement algique, voire dystocique, ou au contraire un accouchement qui va se dérouler de manière tout à fait normale. Et il y a un passage de l'un à l'autre où les femmes ont besoin d'un accompagnement absolument important,
c'est-à-dire que c'est vraiment le moment où il faut être avec elle, à côté d'elle. Toutes n'en ont pas besoin, autant bien entendu, pour qu'elle bascule dans une autre dimension où les endorphines vont venir à leur secours et que là, tout à coup, elles ne vont plus avoir la même perception. Et quand on les observe, simplement quand on les observe, qu'on ne les dérange pas surtout, parce que ce n'est pas le moment de les déranger, elles sont véritablement sur pilotage automatique, il n'y a plus de problème, elles iront au bout de leur accouchement, elles râleront plus ou moins, mais elles s'endormiront aussi entre deux contractions, et au final, elles seront ravies de leur aventure. Ce que je voulais simplement ajouter, suite à la réponse à votre réponse qui a été faite, c'est de rappeler le caractère éminemment sexuel en fait de cette expérience de la naissance. Et je pense qu'à travers les questions de la douleur et à travers plus particulièrement de l'expression de la douleur, ce qui gêne effectivement, c'est aussi ça. Et le fait que je me sois concentrée sur la péridurale, c'était pour mettre en perspective ce qui pouvait déranger, mais je pense que le fond de la question est effectivement quelque chose de l'ordre du tabou sexuel et du tabou encore féminin, voire du couple, de cette expérience vraiment sexuelle et qui peut s'exprimer et qu'on appelle douleur et qui n'en est peut-être pas une. Merci. Une question au fond de la salle. Je voudrais prendre la suite de la représentante d'Oser le féminisme pour lui dire à quel point je partage ce qu'elle a dit tout à l'heure. Je sais bien qu'une des intervenants de la tribune a dit qu'on n'allait pas sur le chemin de l'humanisation des hôpitaux, et c'est tout à fait vrai malheureusement, l'hôpital ne devenant plus qu'un plateau technique sommé de faire du profit. Et ça, il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter absolument. Et les maisons de naissance ne peuvent en aucun cas être considérées comme un substitut. Mais c'est d'ailleurs pas ce qui est dit ce soir. Hein. Mais moi, ma question, c'est quand même de savoir comment on fait pour que ces maisons de naissance ne soient pas effectivement utilisées comme des substituts. Une chose que j'ai entendue de la part de Madame Pios, c'est beaucoup la notion de confort. Et je pense qu'il faut dépasser cette notion de confort, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une notion de confort quand on veut aller dans une maison de naissance, on est dans une notion de respect. Mais ce qui s'est passé au Québec, je pense, peut être un bon exemple de ce qui pourrait se passer en France si les maisons de naissance étaient expérimentées. Alors, ce qui s'est passé au Québec, c'est qu'il y a plus de 15 ans, on a officialisé, légalisé la profession de sage-femme et que dans la foulée, on a ouvert des maisons de naissance et on a autorisé l'accouchement à la maison. Et ce qui s'est passé, c'est que la profession de gynéco-obstétrique, qui était jusque-là parfaitement opposée, ou en tout cas pas très à l'aise avec la façon dont on accouche dans les maisons de naissance, a vu aller les maisons de naissance et a vu comment s'est développée cette pratique et les résultats qu'elle a eus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, à l'automne 2012, un rapport commandé par une agence gouvernementale pour savoir comment faire baisser les taux, notamment de césariennes dans les hôpitaux, a repris en grande partie les pratiques des maisons de naissance pour aller alimenter une réflexion sur l'humanisation des hôpitaux. Donc je pense qu'effectivement, on voudrait bien qu'aujourd'hui ça se passe d'abord par les hôpitaux, mais nous on vous demande votre aide pour peut-être prendre un autre chemin. Bonjour, moi je voulais pas spécifiquement poser une question, mais juste compléter certaines choses qui ont pu être dites. D'abord, je suis bien d'accord avec l'idée du confort. Les personnes qui veulent accoucher en maison de naissance ou à domicile ou de façon physiologique, c'est pas pour du confort, c'est bien au-delà de ça. Et donc vous avez parlé de l'histoire et je voulais juste préciser qu'à mon sens, l'histoire elle a surtout permis que les femmes ne s'occupent plus de la naissance. Et par rapport au tabou sexuel que les femmes pourraient ressentir ou les hommes, je crois que c'est surtout le corps médical qui a un gros tabou à reconnaître la sexualité, parce que la négation justement de la dimension sexuelle de l'accouchement a permis qu'on puisse faire aux femmes tout ce qu'on fait aujourd'hui. Si on reconnaît que l'accouchement c'est un acte sexuel en soi, avec justement des possibilités d'orgasme, d'extase ou pas, mais en tout cas c'est quelque chose qui retentit dans la vie sexuelle de la femme, alors on pourra plus couper, faire des touchés vaginaux, allonger une femme sur une table nue, les pieds dans les étriers, etc. Et la négation, elle vient donc surtout du corps médical. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Pour moi, l'accouchement, c'est ça.
c'est cette rencontre humaine avec cette sage-femme, cette rencontre humaine avec son bébé, et cette rencontre et ce parcours qu'on fait avec son compagnon. Donc, voilà. Et je pense que l'accouchement à domicile m'a permis de vivre ça en harmonie. Et voilà. Si on parlait de choix de féminisme, etc., c'est vraiment cette chose qu'il faudrait défendre. Voilà. On ne parle jamais aux femmes de ce qui augmente la douleur. Et là, je voulais vraiment mettre les pieds dans le plat parce qu'actuellement en France, il y a 22% des accouchements qui sont déclenchés et que parmi les femmes qui accouchent spontanément, c'est-à-dire une fois qu'on a exclu les déclenchements et les césariennes programmées, il y en a plus de la moitié, 58%, qui reçoivent une perfusion d'ocytocine pendant l'accouchement pour accélérer l'accouchement. Au total, ça fait 61% des femmes qui ont un accouchement déclenché ou accéléré avec des produits qui augmentent la douleur, qui provoquent des contractions artificielles très violentes, très rapprochées. Donc la femme n'a plus cet espace entre deux contractions qui lui permet juste de respirer. Et ça, on ne le dit pas aux femmes. On ne le dit jamais, ni avant, ni pendant les préparations, ni même au moment de l'acte, hein, puisque l'enquête du CIAN a mis en évidence que près d'un quart des femmes, je ne sais plus si c'est 25 ou 33% des femmes qui reçoivent cette perfusion d'ocytocine ne savent pas qu'elles l'ont reçue. Donc elles ont tout d'un coup une douleur qui est ingérable et elles ne savent même pas pourquoi. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui n'est pas normal. On n'a pas besoin d'avoir un accouchement accéléré dans 60% des cas, ou alors c'est vraiment qu'on est très mal fichu chez nous en France. Cette année qui a montré, par exemple, ça c'est pour les conséquences, qu'il y avait une relation directe de cause à effet dans toutes les hémorragies gravissimes qui peuvent entraîner la mort des femmes, ou parfois, pas leur mort, mais l'hystérectomie, c'est-à-dire qu'on leur enlève l'utérus pour arrêter l'hémorragie. Et ça a été prouvé que c'était complètement lié à la perfusion d'ocytocine, c'est-à-dire plus on donne d'ocytocine, plus on a ce risque majoré ça a été démontré par l'INSERM. Ça fait partie des choses qui ont été démontrées. Et pour autant, la grande question à poser, c'est que se donne-t-on comme moyen, et c'est les sages-femmes qui vont être les premières concernées, pour apprendre à accompagner des naissances physiologiques qui sont plus tout à fait dans un cadre aussi, enfermé que celui de la rentabilité des accouchements, avec notamment l'évolution de la dilatation qu'on va vérifier toutes les heures, faute de quoi il faut absolument intervenir. Là, l'expulsion, les beaux mots, entre la mise au monde d'un enfant et son accueil, et puis l'expulsion dont on parle, il y a quand même aussi beaucoup à réfléchir. Eh bien, tout cela est minuté, ça ne doit pas durer plus d'une demi-heure. Et tout ça entraîne effectivement des actions pour que ça rentre dans les clous, quoi. Alors que on peut mettre, moi l'expérience la plus étonnante que j'ai rencontrée, c'est une femme qui a mis une semaine pour mettre au monde, mais sans aucun danger pour elle ni pour l'enfant. À aucun moment elle s'arrêtait de travailler, le col était à 5 cm et alors elle reprenait le lendemain, elle passait d'un autre centimètre, etc., etc. Ça c'est de la physiologie, sauf que ça rentre pas du tout dans les clous, ni d'un espace physio à l'hôpital, ni d'une maison de naissance, parce qu'il y a toujours des gens qui vont s'affoler en disant c'est pas possible, mais ça peut rentrer quand même si on a la patience d'observer ce qui met ou pas en danger les gens. Nous pouvons observer des physiologies complètement décalées comme ça. Effectivement, dans nos salles de naissance, maintenant on a la centrale de monitoring avec des médecins qui font la danse de Saint-Guy dès que le monitoring n'est pas parfait. La danse de Saint-Guy, c'est-à-dire l'affolement général. Et on saute sur les femmes sans leur avoir dit et sans même les accompagner, puisqu'on peut, à distance, surveiller un monitoring et puis être auprès des femmes. En même temps, vous avez dans les salles de naissance, vous savez que la plupart des maternités sur la région parisienne en particulier ont augmenté leur nombre de naissances, mais de façon dramatique. Rien que Trousseau, passer de 2600 à 3600 accouchements avec une salle d'accouchement en plus. Boum. Les Bleuets, hop, on est passé de 1800 accouchements à 3000 naissances. Pouf, une salle d'accouchement en plus. Et puis, à la suite, il n'y a pas toujours le nombre de sages-femmes. Or, on en a mis une de plus par garde, donc partout. Et puis, les infirmières n'ont pas suivi, les auxiliaires de périculture n'ont pas suivi. Donc, il faut faire du flux. Et le flux, il faut le faire sous péridurale. Donc, mesdames, ocytocique, et donc,
1 cm/h, c'est pas assez rapide. Tu aurais pu aller plus vite. Et il faut la dégager vite fait de la salle, la monter en suite de couche. Ouais, c'est les sages-femmes de suite de couche qui vont passer. Allez, vite sortie de l'hôpital parce qu'il faut faire de la place. C'est le cas de toutes les maternités parisiennes. Je pense que le confort dont on parlait tout à l'heure, c'est pas un confort matériel. On voit bien que les femmes qui ont eu un premier accouchement dans les anciens bleuets et celles qui ont eu le deuxième dans les nouveaux bleuets, où le confort matériel est 10 fois meilleur que dans les anciens bleuets où il y avait une douche pour 20 femmes, elles ont préféré la première fois. Mais le confort, il est celui de l'accompagnement et du nombre de personnel par femme. Or, ce qui nous différencie un petit peu dans ce combat, dans le soutien, au Bleuet, la direction des Bleuets, qui est une direction CGT qui a toujours accompagné le projet et qui soutient le calme, on est bien d'accord qu'on est tellement poussé dans la rentabilité et dans la nécessité de faire de l'acte. Et nous, on est particulièrement visés puisqu'on fait quand même assez peu d'actes médicaux. Et il y a quand même un certain nombre de maternités qui sont engouffrées là-dedans avec des taux de césarienne à 40%. Donc, là, je pense que ce qui pose problème, c'est qu'effectivement, les maisons de naissance ne soient pas un lieu qui soit réservé à quelques privilégiés qui pourraient s'offrir la présence d'une sage-femme pour leur accouchement tout le temps de leur accouchement et de leur travail, et les autres qui ne pourront pas faire autrement que d'aller à l'hôpital public où on les obligera à accoucher dans des conditions d'accouchement qu'elles n'ont pas souhaitées. Nous, on a envie, moi je suis infirmière hospitalière au Bleuet, et j'ai quand même envie de continuer à accompagner les femmes. Ça fait 30 ans que je suis au Bleuet. Avant, les femmes, elles faisaient une partie de leur travail dans les services. Et en tant qu'infirmière, je les ai accompagnées longtemps. Mais maintenant, avec 27 femmes pour moi toute seule, je ne peux plus faire ce travail. Donc le vrai confort, ce serait de donner les moyens à chaque maternité d'accompagner les femmes pendant tout le temps de leur travail et pendant la naissance. Moi, je crois que les maisons de naissance permettraient justement qu'on sorte de cette dichotomie et de cette opposition, que dans des grosses maternités, et on va vers des très grandes maternités, il y a aussi de la place pour toutes ces femmes qui resteront là et qui continueront à venir à l'hôpital en n'ayant fait aucune préparation à l'accouchement, en disant « moi la péridurale, je n'en veux pas, mais je ne sais pas ce que c'est que l'accouchement », et que le fait qu'il y ait une multiplication des lieux de naissance permettra que les sages-femmes et les professionnels soient à nouveau formés à toutes sortes d'accouchements sans forcément le recours aux médicaments. Et j'espère, et moi j'y crois, parce que sinon on ne se battrait pas et on ne travaillerait pas dans ces lieux-là, voilà, que ça permettra que les femmes aient plus le choix. Et c'est ce qui nous importe à toutes. La question que je me pose, c'est vraiment changer complètement de vision du monde. C'est-à-dire que nous avons un nombre conséquent de professionnels. Combien y a-t-il de sages-femmes équivalents plein temps en ce moment sur le marché du travail, en libéral et dans les hôpitaux? Et c'est vrai qu'il y a des problèmes. Bon, moi je ne suis pas intra-hospitalière, mais nous devons absolument ouvrir le dialogue et ne pas faire des cloisons étanches entre ceux qui bossent d'une façon et ceux qui bossent d'une autre façon. Nous devons pouvoir effectivement ouvrir des maisons de naissance. Nous devons pouvoir rendre beaucoup plus sécure dans la tête de tout le monde l'accouchement à domicile, parce que c'est pas une folie, mais ça doit rester quand c'est bien encadré. Et là, j'ai quelques idées sur la question. Et je pense que nous devons aussi ouvrir des services dédiés exclusivement à la physiologie et tenus exclusivement par des sages-femmes formées à cet effet au sein même des hôpitaux avant de peut-être recréer. Et ça, ce serait un accès pour toute la population et pas uniquement pour celles qui auraient eu le temps et les possibilités de réfléchir à la meilleure manière qu'elles voudraient d'accueillir leurs enfants. Donc c'est véritablement changer notre vision de l'organisation des soins. Ça doit passer par là et qu'il n'y a pas de raison qu'on bascule tout d'un côté et qu'on diabolise tout de l'autre. Très bien.
le CALM s'inscrit dans cette réflexion dont vous parliez, de réflexion autour de l'humanisation de la naissance, en règle générale, et qu'on n'est pas du tout en opposition avec l'hôpital, absolument pas, et qu'au contraire, on a dans notre esprit derrière que justement l'accompagnement dont nous on bénéficie, toute femme sur cette terre devrait avoir cette possibilité-là. Et que ce que le CALM propose et ce que l'accompagnement global propose en règle générale, c'est cet accompagnement de « je vais devenir parent ». Et du coup, ça passe par des choix, par des accompagnements, et que l'hôpital aujourd'hui ne permet pas ça. C'est pour ça que, du coup, le CALM paraît évident aujourd'hui qu'il faudrait que ça existe. Mais en vrai, il faudrait que ça existe partout, cette histoire-là. Il faudrait que toute femme puisse se permettre, en tout cas puisse avoir cet accompagnement-là. Et du coup, voilà. Et la question de la douleur viendra en plus s'ajouter à cette réflexion-là, puisque du coup, les femmes seront partie prenante, les couples seront partie prenante de ce qui leur arrive, et du coup pourront poser la question de la douleur et de comment je pense la vivre plus tard. Non, je voulais en fait poursuivre par rapport à ce que disait Jacqueline Lavillonnaire pour dire qu'en gros, ce qu'elle propose, c'est la position du CIAN, ça sans aucun doute. Maintenant, là, on est dans une assemblée, j'allais dire, où tout le monde est très content, où on partage un certain nombre de valeurs en commun, tout va très bien, et en gros, ce sont les méchants en face qui empêchent de réaliser ça. Il faut quand même bien voir que les sages-femmes qui souhaitent et qui militent pour sortir, disons, du système actuel ne sont quand même pas non plus la majorité. Et donc c'est vrai que moi je voudrais juste dire que je les appelle quand même à mettre éventuellement un peu d'eau dans leur vin et à se fédérer pour faire avancer les projets, parce que sinon ce sera un peu difficile. Merci à tous nos intervenants d'avoir soulevé le débat. Merci à tous.